Bonsoir à tous et merci de regarder RTI 1, il est 23 heures. Après sa prestation de serment et sa prise de fonction, le vice-président de la République était à Dakar. Dans la capitale sénégalaise, Timoko Meïle Koné est allé faire ses adieux au président Macky Sall, à qui il a transmis un message de son homologue ivoirien. Anciennement ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba a cédé ce lundi son poste à Boaké Fofana. Les deux membres du gouvernement entendent mettre l'accent sur la solidarité et le partage pour assurer un service de qualité aux populations. Objectif, mettre en œuvre le projet social du président de la République. Et puis en Italie, la 59e édition de la Biennale de Venise récompense la Grande-Bretagne de son Lion d'or. Le pavillon britannique intitulé Feeling Airway a conquis le cœur du jury. Manque de peau pour la délégation ivoirienne qui n'aura remporté aucune distinction malgré sa montée en puissance lors des expositions. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire a réservé son premier déplacement à l'étranger au Sénégal. À Dakar, Timoko Meïle Koné a été reçu en audience par le président Macky Sall. Au chef de l'État sénégalais, il a transmis un message du président Alassane Ouattara. Timoko Meïle Koné en a profité pour faire ses adieux au président Macky Sall. Plus de détails avec Mohamed Traoré. Arrivé au palais de la République du Sénégal, Timoko Meïle Koné reçoit un accueil cordial de Macky Sall, le chef de l'État sénégalais. Monsieur le Président, comment vous allez? Ça va bien, Monsieur le Président. Félicitations. Merci beaucoup. Je vous accompagne. Merci beaucoup. Passé ces instants de félicitations, place au premier entretien officiel du vice-président de la République. Timoko Meïle Koné est porteur d'un message du président de la République Alassane Ouattara à l'attention de son homologue sénégalais Macky Sall. C'est également le lieu pour l'ex-gouverneur de la Banque centrale de témoigner sa reconnaissance au président sénégalais. Avant ma nomination, j'étais ici au Sénégal et il était normal que j'en profite pour venir dire, comme on le dit chez nous, demander la route à celui qui m'a hébergé, accueilli pendant tout ce temps. Je repars à Abidjan et pour occuper les fonctions qui viennent de m'être assignées. Le défi, c'est d'aider, assister le président pour poursuivre la construction du pays. Nommé le 19 avril dernier aux fonctions de vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Timoko Meïle Koné a prêté serment le lendemain 20 avril, comme le prescrit la Constitution. Je vous disais en ouverture de cette édition, plus de l'assainissement et de la salubrité. Le ministre Boaké Fofana hérite aussi du portefeuille de l'hydraulique. Il a reçu ce lundi le dossier du département des mains de Laurent Tchagba affecté aux eaux et forêts. Retour sur le film de la passation des charges avec Grace Kondo. Signature du procès verbal de la passation de charges entre Tchagba Laurent, ministre sortant de l'hydraulique, et Boaké Fofana, qui a désormais en charge ce département, en plus de l'assainissement et de la salubrité. Pour le ministre Tchagba, en 4 ans d'exercice, beaucoup a été fait. Je pourrais citer au niveau du Grand Abidjan le projet qui nous a permis de raccorder au réseau d'eau potable 155 quartiers et sous-quartiers non canalisés, sans oublier le grand projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan. Et au niveau de l'intérieur du pays, nous avons amélioré l'accès à l'eau potable grâce à l'installation de 40 unités de production d'eau potable. Ces retombées, Boaké Fofana entend s'en inspirer avec l'appui de ses collaborateurs. Aux collègues et collaborateurs de l'hydraulique, rester engagés, continuer à donner le meilleur pour que nous puissions donner de l'eau aux Ivoiriens dans les meilleures conditions possibles. Parce que l'objectif commun que nous poursuivons, c'est de mettre en œuvre le programme de société du président de la République, de continuer également à travailler sous les orientations du Premier ministre, donner de l'eau aux Ivoiriens. Et je suis personnellement heureux et fier de pouvoir reprendre des dossiers gérés par quelqu'un qui est un professionnel, un expert en la matière.
La gestion de l'hydraulique rurale par la mise en place d'une agence dédiée, entre autres chantiers qui attendent le nouveau ministre de l'hydraulique. Et ce lundi 25 avril marque la prise de fonction officielle de Françoise Remarque. La nouvelle ministre de la Culture de la Francophonie a pris les commandes de son département après les passations de charges avec son prédécesseur. Françoise Remarque s'est engagée à poursuivre l'industrialisation du secteur de la culture en Côte d'Ivoire. C'est un reportage signé Issa Chonayo. Ce geste est la matérialisation de la passation des charges entre Françoise Remarque, désormais ministre de la Culture et de la Francophonie, et Arlette Badou Nguessan Kwame, la sortante. En présence du représentant du secrétaire général du gouvernement, Sidik Moussa Soumaro, l'ancienne ministre de la Culture et des Industries des Arts et du Spectacle, a exprimé sa gratitude au chef de l'État, Alassane Ouattara. Il me plaît d'exprimer toute ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, à qui il a plu de me nommer en qualité de ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle. Madame la ministre, le secteur des arts et de la culture offre de réels espoirs parce qu'il est sur le chemin de l'industrialisation, parce qu'il est un véritable levier de rapprochement des populations. La ministre de la Culture et de la Francophonie, pour sa part, mesure l'importance de la responsabilité qui lui est confiée. La mission qui m'est confiée, la culture, est d'une importance capitale et tu l'as rappelé. Un grand homme déclarait à ce propos, et je cite, « La culture est au début et à la fin de tout développement. » Françoise Remarque a réitéré sa volonté de poursuivre la politique de l'industrialisation de la culture en Côte d'Ivoire. Autre chose à présent, la coopération allemande en Côte d'Ivoire va financer la lutte contre la corruption. 5 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe qui sera dégagée pour évaluer le système d'intégrité dans 4 administrations publiques, dont la Direction générale des douanes et le guichet unique du foncier. La cartographie des risques de corruption et de fraude de chacune de ces administrations publiques sera également développée. L'éclairage de Dangui Dangui. 4 administrations publiques, à savoir le guichet unique du foncier, la direction de la santé communautaire, la direction générale des douanes et la direction des concours de la fonction publique, verront leur système d'intégrité évalué dans le cadre d'une étude de 3 mois. Cette étude lancée ce jeudi et pilotée par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance permettra d'établir la cartographie des risques de corruption au sein de ces différentes administrations publiques. Cette étude a pour objectif de développer, de mettre en œuvre des outils et des instruments de prévention et de lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. La cartographie des risques, c'est un outil qui est très important et qui est recommandé par les conventions en matière de prévention et de lutte contre la corruption. Ça permet d'identifier les risques de corruption, de les mitiguer, prendre des actions de mitigation de ces risques-là pour pouvoir améliorer le système d'intégrité de ces administrations, c'est-à-dire que ces administrations-là soient améliorées sur les principes d'intégrité, de transparence et de responsabilité. Cette étude portant évaluation du système d'intégrité dans 4 administrations publiques est une phase pilote et bénéficie de l'appui financier de la coopération allemande. Ce sont plus de 5 milliards de francs CFA que la République fédérale d'Allemagne a mis sur la table pour financer la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président de la République de la Côte d'Ivoire a déclaré que la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance sera une priorité du gouvernement ivoirien. L'Allemagne est vraiment à côté de la Côte d'Ivoire pour soutenir ce processus. Les résultats de cette étude permettront, entre autres, de développer et de mettre en œuvre des approches et des outils de prévention de la corruption et de renforcer le système de suivi et évaluation ainsi que l'efficacité des mesures correctives et préventives des risques de corruption. Une cinquantaine d'inspecteurs et d'auditeurs de l'inspection générale des finances sont dans le Lodjibois. À Divo, ils participent à un renforcement de capacité pour assurer un meilleur contrôle interne et externe. Ces derniers seront outils aux pratiques budgétaires nouvelles. Un reportage de Kader Sogodogo. Centre culturel de Divo. Corps préfectoral, chefs traditionnels et de communauté, directeurs régionaux et chefs de services, jeunes et femmes, ont répondu présents à l'appel des émissaires du directeur général du budget et des finances, Traoré Seydou, dans le cadre de la caravane du budget citoyen 2022.
La donne est connue. Les populations du Lodjibois, à l'instar de celles de toute la Côte d'Ivoire, doivent être imprégnées dans les moindres détails des ressources financières dont dispose l'État pour cette année 2022 et à quoi servira cet argent. Ce budget de l'État, on a constaté que les populations ne le connaissent pas véritablement parce qu'il est un peu complexe pour les non-sachants. Et le gouvernement a décidé alors de le simplifier, de le rendre accessible, faire ce que tout le monde, quel que soit le niveau de connaissance, puisse le comprendre. Et c'est à cette fin que le budget citoyen a été élaboré. Donc il est accessible dans un langage simple, qui n'est pas trop technique, que tout le monde puisse comprendre ce que c'est le budget, comment il est financé, à quoi il sert, et surtout que la population sache ce que l'État fait avec le budget citoyen en leur faveur. Diokoué, Soubré et Touba seront également visités par la caravane du budget citoyen 2022. Et ce iftar à la mosquée Adja Tene Coulibaly dans la commune d'Abobo, le ministre d'État, ministre de la Défense, est allé exprimer son soutien à la communauté musulmane du quartier de Samaké. Tene Birahima Ouattara a demandé des prières pour la réussite de sa mission de sécurisation de nos frontières. Frédéric Oulaï, Rascando. Dimanche 24 avril, 23e jour du jeûne du Ramadan. Il est 18h, la mosquée Adja Tene Coulibaly dans la commune d'Abobo reçoit la visite du ministre d'État Tene Birahima Ouattara. Avant l'heure de la rupture collective, prières et bénédictions sont dites pour la paix, ainsi que pour l'hôte du jour, sans oublier le couple présidentiel. En cette période de pénitence, le ministre d'État, ministre de la Défense, est allé apporter sa solidarité et son soutien à la communauté musulmane de la dite mosquée. Une visite fortement appréciée par les fidèles et les guides religieux. Je suis tellement content, je n'ai pas de mots à exprimer ma joie. Sauf remercier Allah subhanahu wa ta'ala. L'arrivée du ministre, c'est comme ce président Alassane qui est venu, donc nous sommes très contents. Chaque jour, nous on fait des prières pour le pays, pour la stabilité du pays et pour l'avancement du pays. Bon, par la grâce d'Allah, on commence à voir les signes. Le mois de Ramadan représente un mois très important pour nous. Le mois, c'est un mois de partage, donc vraiment c'est un mois qui est important pour les musulmans. Je suis vraiment content, fier, heureux de recevoir un membre du gouvernement. Nous disons merci à Dieu. Le devoir de la population est de prier pour le président de la République, pour qu'il ait une bonne santé, pour qu'il ait le courage de continuer dans la dignité et la fierté. Moment de partage et message de cohésion. Accompagné d'une forte délégation, le ministre d'État, ministre de la Défense, n'a pas voulu s'exprimer, mais a tenu à partager le repas de la rupture du jeûne avec la communauté. Il a également fait don de 5 millions de francs CFA aux imams et à l'ensemble des fidèles de la mosquée Adja Tene Coulibaly. Un iftar plutôt commenté par Franco Quadio. Des kits alimentaires et des vêtements aux veuves et aux orphelins, c'est le geste de l'ONG Raouda qui finance, sinon qui manifeste sa solidarité à l'égard des couches les plus vulnérables. Des dons qui arrivent comme un ouf de soulagement pour les différents bénéficiaires. Ahmed Traoré, Sephora Zegui. Cet élan de partage dénommé Solidarité Ramadan s'inscrit dans le cadre d'une mission que s'est assignée l'ONG Raouda, mission qui vise à assister les veuves et les orphelins lors des grandes célébrations religieuses comme la Noël, le Ramadan et la Tabaski. Pour la présidente de cette organisation non gouvernementale, toutes les personnes vulnérables sont prises en compte sans distinction ethnique ou religieuse. Ça me fait plaisir. Je dis merci à ONG chaque année qui nous donne de quoi à manger. Je leur donne beaucoup de vie, beaucoup de santé, beaucoup d'argent. Je dis beaucoup de doigts à ONG Raouda. Que Dieu fasse que l'année prochaine, fasse plus beaucoup que ça, aller à l'intérieur du pays. Que Dieu lui facilite la tâche. Ce sont plus de 200 kits alimentaires et des vêtements d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA qui ont été distribués. L'ONG Raouda intervient auprès des veuves et des orphelins à 2 titres. D'abord, aider la veuve à se prendre en charge, à avoir de quoi manger pour nourrir ses enfants. Aider la veuve parce qu'ils étaient 2. L'homme était le chef de la famille. Pour la plupart de ces veuves, c'est l'homme qui apportait à manger. Il n'est plus là.
il faut pouvoir combler cela. L'ONG Raouda compte parcourir d'autres communes et villes du pays pour apporter de la joie et du bonheur aux personnes vulnérables. De la solidarité à la santé, il n'y a qu'un seul pas. On fait maintenant le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce lundi 25 avril 5 nouveaux cas de Covid-19 sur 485 échantillons prélevés, soit à 1% de cas positifs, 7 guéris et 0 décès. À la date du 25 avril, la Côte d'Ivoire compte donc 81 898 cas confirmés, dont 81 073 personnes guéries, 799 décès et 17 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 496 066. Le 24 avril, 13 680 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 12 266 794 doses du 1er mars 2021 au 24 avril 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que le vaccin contre la Covid-19 est gratuit et volontaire. Ouverture ce lundi à Abidjan d'un symposium sur la science ouverte. Pendant une semaine, la Côte d'Ivoire va accueillir plus d'une trentaine de pays d'Afrique et d'autres continents. Ces derniers viendront partager leur expérience sur la mutualisation des résultats de recherche. On en parle avec Patricia Omouetia. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire porte une politique ambitieuse d'ouverture de la recherche, inscrivant sa politique dans le mouvement mondial de la science ouverte. On n'a pas le choix que de le mettre en œuvre parce que la recommandation a été signée par les chefs d'État, membres de l'UNESCO, et nous avec, et comme on peut le dire heureusement, on était déjà dans la science ouverte par anticipation depuis la création de l'université virtuelle. Le symposium national sur la science ouverte vise à la mise en place d'un plan d'action national de la science ouverte en Côte d'Ivoire selon les recommandations de l'UNESCO. La science ouverte, c'est, disons, le partage des connaissances scientifiques que nous produisons au niveau de nos universités, de nos centres de recherche, pour que ces connaissances-là soient accessibles à nos populations, que tout le monde puisse vraiment profiter de ces résultats. Donc c'est une forme de valorisation, n'est-ce pas, des efforts que nos chercheurs font pour que notre pays puisse vraiment se développer. Conférences, panels et travaux en commission ont meublé cette journée d'ouverture. Selon le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, l'université encourage ses chercheurs à rendre accessibles leurs publications. L'accès aux données scientifiques, par ailleurs, est une très bonne chose. Et quand vous n'avez pas cette autorisation, vous n'avez cette permission, vous ne pouvez pas progresser dans le domaine de la science et de la technologie pour innover. C'est pourquoi le ministère appuie de façon irrémédiable l'UVCI. Pour ce faire, l'université accompagne les équipes de recherche pour les former et les sensibiliser sur toutes les questions liées à la gestion des données de recherche. Et sur un tout autre plan, la députée de la circonscription électorale de Yamoussoukro était récemment face à leur population. La rencontre leur aura permis de rendre compte de l'activité parlementaire et surtout les grandes questions qui touchent à Yamoussoukro, des échanges de qualité salués par les populations qui en apprennent davantage sur le travail à l'hémicycle de leurs élus. Un peu plus de 300 départements politiques seront créés au sein du RHDP. C'est le président du directoire qui l'a annoncé ce lundi au cours d'une rencontre avec la presse. Ces départements politiques seront animés par des délégués élus par les militants de base. Moussa Konaté. Première grande réunion d'information du RHDP avec l'encadrement politique et les élus du parti. Après la réforme du parti par le président Alassane Ouattara, la nouvelle équipe dirigeante s'est fixée des orientations. Initier sans délai à la restructuration en profondeur des structures décentralisées du parti et proposer dans les meilleurs délais un dispositif efficace pour une meilleure participation des cadres. Poursuivre la dynamisation du parti, mettre l'accent sur la formation politique afin de promouvoir une véritable politique de la cohésion au sein de notre parti qui doit être un rassemblement des militants et non des partis politiques.
Rassemblement des militants, cela passe également par une meilleure organisation. Pour redynamiser ces structures de base, le directoire du RHDP annonce une nouvelle architecture pour l'implantation du parti. Le directoire a ainsi autorisé la création de 345 départements politiques. Je dis bien départements politiques. Ils seront la colonne vertébrale du parti. Ces 345 départements politiques seront animés par des secrétaires départementaux qui, dans la vision du président du parti, sont les préfets déployés par le parti sur l'ensemble du territoire. Le RHDP engage donc la restructuration de sa base, une nouvelle dynamique dans l'animation de la vie du parti, en vue de renforcer le contact avec les militants. À partir du moment où on responsabilise les secrétaires départementaux, je pense que les résultats ne vont pas se faire attendre. Il faut vraiment maîtriser la base. Il faut qu'on sache effectivement si on a 500 000 militants, il faut que ce soit 500 000 militants, il ne faut pas que ça soit plus que ça ou moins que ça. Cette rencontre-là conforte ce que nous avions commencé à faire depuis longtemps. Organiser le parti dans notre région pour pouvoir attaquer les différentes échéances. Des délégations seront déployées sur toute l'étendue du territoire du 5 au 15 mai prochain afin de mettre en place le projet de restructuration du parti. Et on s'intéresse maintenant à la dissolution du RACI, le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, un mouvement de soutien à Guillaume Soro, devenu un parti politique en 2019. À travers un congrès extraordinaire qui s'est déroulé le week-end dernier, ses membres ont décidé d'intégrer le RHDP. L'éclairage de Lorgotti avec le commentaire d'Alexis Ouetraogo. Puisque nous avons arrêté le principe de l'adoption par acclamation, je voudrais demander à l'Assemblée quels sont ceux qui sont d'accord pour la dissolution du RACI en vue de l'adhésion de ces militants au rassemblement des Oufouettis pour la démocratie et la paix RHDP. C'est par des applaudissements que les congressistes du RACI votent oui à la dissolution du parti. Ils en font de même pour approuver leur adhésion au RHDP. À travers la dissolution du Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, Soro Kanigui Mamadou se reconnaît dans les idéologies du RHDP. Conformément à la loi ivoirienne, on ne peut pas militer dans deux partis à la fois. Et vous avez suivi notre processus. Quand je suis sorti de prison, j'ai appelé à voter le président Ouattara. À partir de ce moment, je prenais un engagement d'assumer son projet de société. Dès lors que nous assumons son projet de société, je pense qu'il était important que j'examine avec mes collaborateurs la nécessité de nous intégrer dans le dispositif politique du président. Le RHDP s'est réjoui que le RACI, qui est une formation politique, ait décidé donc de s'auto-dissoudre pour rejoindre le RHDP. Et vous savez que la vocation du RHDP aujourd'hui, c'est de rassembler les Ivoiriens dans toute leur diversité. Et nous sommes une formation politique qui se veut un parti de rassemblement. Le RACI, présent dans 31 régions de Côte d'Ivoire, a été créé en 2013. Debout Côte d'Ivoire, c'est le nom d'une plateforme politique qui vient de voir le jour. Elle porte la marque du Parti des peuples de Côte d'Ivoire qui vient de signer une convention avec la société civile. S'unir et agir pour la Côte d'Ivoire, c'est l'objectif de ce mariage de raison. On en parle avec Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Cette rencontre du PPAC, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, et la société civile a été une occasion pour mettre en place la plateforme Debout Côte d'Ivoire. Selon les initiateurs de cette plateforme, le parti et cette nouvelle structure agiront ensemble pour contribuer à une plus grande démocratie. Nous avons une trentaine, une soixantaine qui nous sommes unis, mais nous voulons encore que le reste s'ajoute à nous afin que nous puissions mieux mener nos actions et faire de cette Côte d'Ivoire-là une Côte d'Ivoire belle. S'unir et agir pour la Côte d'Ivoire, thème de ces journées de réflexion. Nous avons travaillé à la mise en œuvre d'une coordination avec la société civile. Et donc depuis quelques semaines quand même, il y a eu des travaux pour essayer de cadrer cette collaboration
Et aujourd'hui, c'était pour la présentation officielle, solennelle, des travaux issus de ces réflexions-là. À l'issue de ce rendez-vous, les signataires du protocole d'accord, PPACI et société civile se sont engagés à prôner la paix et la réconciliation, ce en parcourant les villes, hameaux et contrées du pays. On se rend maintenant à Venise, en Italie, où le Lion d'or de la meilleure participation nationale a été attribué au Royaume-Uni. Les mentions spéciales sont revenues à la France et à l'Ouganda. En revanche, les éléphants artistes rentrent bredouille de cette biennale. La Côte d'Ivoire participait pourtant à ce rendez-vous avec 6 artistes de renommée mondiale. On fait le clou, sinon le point du clou de la cérémonie avec notre envoyé spécial en Italie, Walter Amadou Ouattara. Venise, Ca' Giustinian, siège de la Biennale, salle archi-comble. Rien que la haute société et d'illustres amoureux, mécènes ou encore des professionnels reconnus mondialement sont ici. Seule condition d'accès, présentation d'un carton d'invitation. À ce rendez-vous, beaucoup d'ovations, mais également l'émotion accompagnée de pleurs. Quand arrive la remise du Lion d'or, c'est la joie du côté de la Grande-Bretagne. Elle rafle ce prix de la meilleure participation nationale avec son artiste Sonia Boynes. Le titre de son exposition « Sentir son chemin ». 2 mentions spéciales attribuées à la France et à l'Ouganda. À la France, pour la reconnaissance d'échanges et de la solidarité dans le sens de l'idée de construire des communautés dans la diaspora. L'Ouganda pour son engagement à servir les artistes travaillant dans le pays. Quant au Lion d'argent, c'est un jeune participant prometteur à l'exposition internationale qui l'obtient. Ali Chéri, d'origine libanaise, il présente une œuvre interdisciplinaire et stratifiée qui mène la médiation sur la Terre à une dimension mythologique. J'habite en France depuis quelques années. Avec Cecilia Almani, je présentais une installation vidéo tournée au Nord-Soudan, près du barrage de Meroué, avec des briquetiers qui travaillent au bord du Nil. C'est le fruit d'un travail collectif de beaucoup de gens qui ont accompagné dans cette aventure. C'est un projet sur lequel je travaille depuis presque 4 ans. Donc je suis très content que ça ait cette récompense. Avec 6 artistes, la Côte d'Ivoire n'a obtenu aucune distinction malgré sa montée en gamme. Âgée de 25 ans, la jeune Ivoirienne Laetitia Ki, avec 6 millions d'abonnés sur TikTok, avait pourtant séduit grâce à ses stupéfiantes sculptures capillaires au message féministe. Pour la directrice générale de la culture de Côte d'Ivoire, il faut continuer de soutenir nos artistes. Il ne faut pas regarder les prix qui ont été donnés aujourd'hui. Il faut plutôt regarder en termes qualitatifs de l'apport de la Côte d'Ivoire à ce grand rendez-vous mondial. Et cette année, justement, le nombre de personnes que nous avons eues au vernissage a dépassé nos espérances. Donc c'est pour vous dire que nous allons en graduation, nous allons aller de mieux en mieux. Et donc, vous pouvez espérer que les années qui vont venir, la Côte d'Ivoire aussi va recevoir un prix. La Biennale de Venise est une fondation italienne qui organise différents événements, manifestations d'art contemporain, de danse, de musique, d'architecture et de cinéma. À chacune de ces manifestations, elle attribue des récompenses dont la plus prestigieuse est le Lion d'or. Et on termine avec le Soudan où au moins 168 personnes ont été tuées dimanche dans des violences au Darfour, une région de l'ouest du pays ravagée depuis des décennies par la guerre. Selon le CICR, les violences ont débuté lorsque des combattants armés issus de tribus arabes ont attaqué des villages massalites, une minorité ethnique africaine, en représailles à la mort jeudi de 2 membres de leur tribu. Des vidéos et des photos mises en ligne ont montré des colonnes de fumée noire s'échappant de maisons ainsi que des étendues de terre brûlées là où auparavant se dressaient des huttes traditionnelles incendiées. Et selon l'ONU, d'ici la fin de l'année 20, des 45 millions de Soudanais seront confrontés à l'insécurité alimentaire. Ne les oublions pas. C'est la fin de cette édition d'information. Je vous dis à très vite sur RTI 1. Bonsoir.